Bonjour, Yves Jéglé du Parisien, Guillaume Otzenberger qui va filmer cette visite à la Fondation Vuitton. Nous sommes ici pour leur très belle exposition d'été qui s'appelle Au diapason du monde, une exposition d'art contemporain mais aussi d'art moderne qui interroge la place de l'homme dans l'univers à travers de grands artistes, dont Takashi Murakami, une star. Il a 56 ans. C'est un artiste japonais qui travaille à partir d'une culture à la fois traditionnelle et très moderne. Et il est venu en personne pour installer ces salles. C'est presque une mini-rétrospective dans l'exposition. Alors il y a des gens qui n'aiment pas et il y a des gens qui adorent, c'est notre cas. On va voir que Murakami, il fait des choses extrêmement paradoxales puisqu'il y a quelque chose de très coloré, de très enfantin. Là vous voyez c'est un panda, il s'est intéressé au panda très tôt, mais si vous regardez de près, il y a aussi beaucoup de têtes de mort. Il interroge beaucoup la mort dans la culture japonaise liée aux catastrophes. Il utilise aussi des techniques très anciennes. Il a fait les beaux-arts de Tokyo, c'est peint d'une manière extrêmement sophistiquée. C'est un artiste qui travaille avec des dizaines d'assistants. Et en même temps, voilà, il s'inspire énormément de ce qu'on appelle la culture kawaii. On va en reparler tout à l'heure. Kawaii, ça veut dire mignon. Chaque fois, vous dites « Oh, c'est trop mignon » sur des peluches, sur des petits objets populaires, comme on voit là d'ailleurs, sauf que là, c'est vraiment des œuvres. En fait, c'est né de cette culture japonaise du kawaii, c'est-à-dire d'inventer constamment des petits fétiches, des petits doudous. Alors, les gens connaissent surtout les fleurs de Murakami, comme on voit, ces petits sourires, c'est tout un bestiaire féerique qui est très nourri aussi, bien sûr, des mangas, du cinéma d'animation. Murakami, qui vient d'un milieu modeste, qui était le fils d'un chauffeur de taxi, voulait faire des films d'animation. Il voulait être un peu le Miyazaki, et d'ailleurs on va voir qu'il a fait des films d'animation, mais finalement c'est comme artiste un peu pop, vous voyez là une sorte de paravent. Il fait vraiment des choses très différentes. C'est aussi un très grand coloriste. Et alors là, on va découvrir après un de ses personnages emblématiques, qui est Mr. Dob. Donc Dob, vous pouvez même le lire, en général il y a le D, le visage c'est le O et le B. Et donc c'est aussi sa dimension internationale, puisqu'on voit qu'il n'utilise pas des caractères japonais. Il veut que dans le monde entier, on puisse reconnaître cette signature. Dob, c'est une souris, et lui, il a fini par considérer que c'était une forme d'autoportrait. Vous voyez, il y a quelque chose de très lumineux dans les yeux, la bouche. Tout est paysage, et à travers un visage. Mais on va voir dans le tableau d'à côté qu'il y a aussi quelque chose de très sombre. La guerre est toujours présente. Donc c'est un petit peu ce qu'on veut, mais son œuvre est quand même très nourrie du passé atomique, de la guerre atomique, des tsunamis, des catastrophes naturelles qui ont eu lieu au Japon. Là, vous voyez, ce personnage est très coloré, mais très menacé par cet océan de noir et blanc. Voilà. C'est presque, j'allais dire, pire de l'autre côté, où on voit une sorte de lion, mais qui est en fait endormi sur une montagne de crânes. Donc l'idée de la mort est vraiment omniprésente, avec là par contre des caractères japonais. Alors curieusement, il est presque plus aimé en France qu'au Japon. Pourtant, il a joué un rôle très important pour inventer un style japonais contemporain. Il y avait peu de grands peintres à son époque, la peinture américaine dominait au Japon, la culture américaine d'une manière générale. Et lui donc se plonge dans vraiment des techniques même bouddhistes. Enfin, on peut voir derrière, il connaissait très bien les fonds, peuvent faire penser à des peintures de lacs, de paysages. Sauf que voilà, après, c'est beaucoup plus contemporain. Alors sa souris Dob, vous pouvez vous amuser à la chercher sur les tableaux. Là, elle est en haut encore. Et on voit que c'est très proche du cinéma d'animation, qui a une audace totale. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on veut. Il change aussi la perspective, il n'y a plus de point de vue unique sur un tableau. C'est tellement grand que si vous vous approchez, vous voyez des détails infinis. On retrouve presque des choses de la peinture de la Renaissance, si on se souvient de Bosch, enfin de ces tableaux où il y a des détails infinis, des fleurs, des animaux. Voilà. Et donc c'est des tableaux aussi immenses, vraiment, comme on en fait très peu. La fleur est vraiment... Il a inventé avant tout le monde les emojis. Hein. Si on regarde de près, ça finalement c'est les emojis 20 ans avant. Finalement c'est cette culture japonaise qui a inventé ces petits smileys sur nos portables, puisque là si les œuvres peuvent être relativement récentes, Murakami a eu
ses premières expositions déjà au début des années 2000. Donc ça fait près de 20 ans maintenant qu'il expose à l'international. Donc on va voir qu'il a voulu se mesurer vraiment au grand cinéma d'animation. Donc il ne fait pas que de la peinture, il fait des films. Alors ce n'est pas des films d'1h30 qui sont diffusés, mais il a un studio d'animation qui s'appelle Kaikai Kiki. Pas seulement un studio d'animation, un studio de création. Et voilà, c'est son univers de destruction. Il y a quand même très peu d'artistes qui sont capables de faire des choses aussi différentes. On peut même s'asseoir sur du Murakami si on se retourne. Bon, c'est un produit dérivé, mais avec voilà, sa fleur et son emoji fétiche. Je vais m'asseoir dessus. Voilà, on peut s'installer pour regarder ce film. On est vraiment dans un autre univers. Il faut prendre du temps. C'est extrêmement inventif. Et la grande force finalement de la culture japonaise qu'il représente, c'est d'effacer un peu la barrière entre le bon goût et le mauvais goût, entre la grande peinture et la peinture populaire. On va voir dans cette salle, la première fois que je suis venu voir l'exposition, la salle était ouverte, il y a des gens qui disaient c'est affreux. Et moi j'ai adoré, parce qu'il utilise, même le papier peint fait partie de l'art. Alors ça pour lui c'est un symbole de la culture kawaii. Donc kawaii ça veut dire, comme on disait tout à l'heure, très mignon. Donc c'est tout ce côté... voilà, né de la culture manga. Donc ça, c'est une œuvre qu'il a fait spécialement pour la Fondation Vuitton. Donc il y a même du papier peint sur une dimension très immense. Alors il y a l'ours de Kanye West, ce Teddy Kenny, je ne sais plus comment on l'appelle. En tout cas, c'est un ours qui a été fait, que vous avez pu voir sur une pochette et dans un clip d'un album de Kanye West avec qui... Murakami a travaillé, il a travaillé avec d'autres artistes, avec l'actrice Kirsten Dunst. Il travaille dans la musique, il travaille dans le luxe. Donc Kaikai et Kiki aussi, c'est deux personnages fétiches qui ont donné son nom à sa société, puisqu'il a vraiment, c'est comme un chef d'entreprise, hein, il a des dizaines et des dizaines d'assistants, un peu comme Jeff Koons. D'ailleurs, ils ont tous les deux connu un peu la même polémique. Murakami a été un des artistes invités au château de Versailles, c'était en 2011, je crois, ou 2010. Et vous vous souvenez peut-être de la polémique de Jeff Koons qui était arrivée quelques années avant. Comment, dans Versailles, on va mettre des œuvres comme ça? Et Murakami, dans la Galerie des Glaces, a installé ses œuvres. Il avait été un petit peu choqué d'ailleurs à l'époque de la réaction de certains qui avaient manifesté contre lui. Mais finalement, ça avait été quand même un grand succès public. Nous, on craque devant ces petits garçons, cette culture... totalement candide, mais où il y a en même temps une mélancolie si vous vous approchez dans le regard. C'est plein de références. Finalement, le Japon a une société très stricte où tout est très codifié, mais on voit que par la couleur, par quelque chose de protéiforme dans l'art, ben voilà, ils essayent de s'en sortir en inventant vraiment des techniques nouvelles, puisqu'ici, c'est à la fois finalement de la peinture, de la sculpture, du happening. Et on a encore une autre salle qui est plus sombre. Donc on continue. Vous voyez, pourtant c'est vraiment le début. On ne fera pas toute l'exposition au diapason du monde, mais il y a vraiment une petite rétrospective Murakami. Ce n'est pas d'ailleurs le début de l'exposition. Nous, on a choisi de commencer par là parce que on considère que c'est la partie peut-être la plus forte. Alors ça, c'est une œuvre immense, comme une fresque, où il a travaillé avec un artiste de street art aussi. Donc pour lui, c'est inspiré, ce sont des figures du Tao, il s'inspire énormément du Japon traditionnel. On ne les reconnaît pas facilement, on voit plutôt des pieuvres, mais vous voyez dans cette salle, il y a une dimension finalement beaucoup plus sombre si on s'approche, puisque ça parle des tsunamis. Vous voyez, c'est une sorte de tourbillon, on est pris dans un siphon. Là, il y a une figure noire, une sorte de Dark Vador japonais. Ça pourrait presque être un champignon atomique coloré. Voilà, c'est l'histoire du Japon. On voit des personnages qui sont... certains viennent de la culture ancestrale, mais d'autres aussi sont un peu des rescapés. Il y a les animaux fétiches de la culture japonaise. Vous voyez par exemple le paon, le coq, enfin des animaux qu'on retrouve dans des tableaux du XVIIe, du XVIIIe siècle. Donc il est extrêmement au fait de la culture traditionnelle japonaise, mais il en fait autre chose. Et en même temps, on pourrait dire que il y a un côté pogno sur la falaise. Vous voyez, il y a un bateau, on est dans un univers complètement fantastique et féerique.
Voilà, avec ses kimonos, des personnages sortis de très loin. On peut rester assez longtemps à rêvasser devant ses œuvres. Même les formats qu'il choisit, vous voyez, il y a assez peu de peintres finalement qui peignent comme ça sur des ronds mélangés à des rectangles. Donc la salle est une œuvre d'art en soi. Donc voilà, on vous a montré ce qui pour moi est le cœur de cette exposition, donc l'univers de Takashi Murakami. Après, cette exposition comprend aussi des vidéos extraordinaires qu'on va peut-être voir. C'est une exposition qui veut raconter un petit peu comment l'art contemporain est né, dans l'après-guerre, un peu sur tous les continents. Donc il y a des œuvres très variées, il y a de la vidéo, il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a du Klein, du Giacometti, donc ça remonte quand même aussi aux années 50, même avant. Donc on va peut-être descendre maintenant, puisqu'on est dans la fondation Vuitton, donc faite par Franck Gehry, ce bâtiment extraordinaire à côté du jardin d'acclimatation. Et on est vraiment dans un autre monde. Nous sommes toujours à la Fondation Louis Vuitton pour l'exposition Au diapason du monde, une exposition d'art moderne et contemporain, mais qui dialogue avec l'art du passé, puisqu'ici, derrière moi, donc un artiste contemporain, Villar Roas, qui s'est inspiré du David de Michel-Ange. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir de petits chatons qui sont en fait de l'impression 3D. Donc c'est des techniques très modernes. Il y a aussi un tableau qui va peut-être vous faire penser à Seurat, la baignade à Asnières, un grand tableau post-impressionniste. Et en fait, c'est William Sassenard, pareil, un artiste contemporain qui donc fait un très beau tableau qui est, on pourrait dire, si c'était du cinéma, une sorte de remake. On peut rester longtemps, c'est une salle très, très méditative. Et on va finir avec de la musique. C'est une exposition où il y a beaucoup de vidéos. On ne peut pas tout vous montrer, mais les vidéos sont extraordinaires. D'ailleurs, c'est comme au cinéma. Normalement, on va mettre des lunettes 3D. Un artiste qui s'appelle Cyprien Gaillard, qui a filmé, c'est pas une rêve, il a filmé des images de nature. Vous voyez, je vais mettre les lunettes. On est là, on prend les lunettes. Et c'est très très beau, sur de la musique reggae. Des feuilles de palmier arrivent vers moi. Il a filmé la nuit à Miami, à Cleveland, à Berlin, je crois. Alors on ne pourra sans doute pas le voir, mais il y a aussi un lien avec l'art du passé, puisque les premiers plans du film sont en fait sur le penseur de Rodin, filmé de nuit. Et voilà, là on peut rester longtemps, et j'ai plus besoin de parler. C'est très beau. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous donnera envie de vivre. On est vraiment au diapason du monde, c'est peut-être dans cette vidéo qu'on le comprend le mieux. Le vent, les arbres.